Les arts martiaux mixtes, souvent désignés par le sigle anglais MMA et anciennement appelé combat libre ou free fight, sont un sport de combat complet associant pugilat et lutte au corps à corps. Les deux combattants peuvent utiliser de nombreuses techniques comme des coups de pied, de poings, de genoux et de coudes, mais aussi des techniques de préhension en corps à corps, de projection et de soumission. Néanmoins, êtes-vous déjà posé la question de savoir comment le MMA a-t-il pu devenir le sport qu'il est aujourd'hui ? Le MMA a plusieurs influences, notamment les violentes rencontres de Vale Tudo au Brésil. Le Vale Tudo, signifiant tout est permis, est apparu dans les années 1920 au Brésil avec le fameux Challenge Gracie qui opposa la famille Gracie à d'autres représentants d'arts martiaux. Justement, pour bien comprendre la naissance du MMA, il est nécessaire de s'attarder sur l'histoire de la famille Gracie au Brésil. Une partie de cette famille descend de George Gracie, un Écossais qui a immigré aux États-Unis en 1826. Le temps passe et Gastão Gracie, petit-fils de George, qui vivait à Rio de Janeiro, décide en 1901 de s'installer dans la province du Pará, au nord du Brésil. Ensuite, au début des années 1900, un japonais du nom de Mitsuyo Maeda s'installe également dans la même région, envoyé par le gouvernement japonais qui voulait y établir une colonie. Il devint rapidement ami avec Gastão Gracie qui est parvenu à devenir une figure politique locale. Gastão aida Maeda à établir la colonie japonaise usant de son influence. Maeda, en plus de son habileté politique, était également connu au Japon pour une autre raison, il était champion reconnu de judo. Et c'est ainsi que Maeda offrit, en remerciement pour l'aide que Gastão lui avait apportée, d'apprendre au fils de Gastão, Carlos, ses connaissances en judo et en jujitsu avant de retourner au Japon. Une fois son maître parti, Carlos commença à enseigner l'art de Maeda à ses frères, Helio, Jorge, Osvaldo et Gastão Jr. Ainsi, les frères Gracie commencèrent alors à adapter les techniques du japonais afin de les rendre les plus efficaces possibles. C'est en 1925 que Carlos partit pour Rio de Janeiro avec Helio qui était plus jeune de 11 ans où ils ouvrirent une académie de Jiu-Jitsu. Helio, ne pouvant pas participer aux entraînements mais commençant quand même à apprendre la discipline, observait son frère plus âgé enseigner chaque jour. Seulement, lorsque Carlos ne pouvait pas participer aux cours, Helio fut invité à le remplacer. En raison de sa taille et de son gabarit, il commença à adapter les règles de base de Jiu-Jitsu à sa corpulence. Il préféra l'application de la puissance à l'art, permettant à un plus petit adversaire de battre un plus grand. Il expérimenta cette modification et augmenta les techniques de base pour les rendre efficaces dans toutes les catégories. Tous commencèrent le développement d'un nouvel art martial, le Gracie Jiu-Jitsu. Carlos et Helio continuèrent à progresser et à perfectionner leur art dans leur nouvelle académie. Carlos imagina, afin d'attirer l'attention et de se promouvoir, un plan marketing connu sous le nom de Challenge Gracie. Il publia une série d'annonces dans différents journaux de Rio, comprenant une photo de lui-même peu impressionnant physiquement, avec un défi. Si vous voulez un bras ou des côtes cassées, contactez Carlos Gracie à ce numéro. Et c'est ainsi que commença le renouveau des arts martiaux mixtes. En effet, Carlos puis son jeune frère Helio, suivis par les fils des deux hommes, lancèrent et relevèrent de nombreux défis dans les matchs de Vale Tudo contre des représentants de différentes écoles de karaté, boxe et capoeira. Au fur et à mesure, la popularité de ces défis se répandit dans tout Rio et les matchs initialement fermés au public commencèrent à rassembler de plus en plus de monde. L'un des premiers combats professionnels fut l'affrontement entre le champion brésilien poids léger de boxe Antonio Portugal et le frère de Carlos, le plus jeune, le plus petit, le plus léger, Helio. Ce dernier remporta le combat en environ 30 secondes par soumission et fut élevé au rang de héros. L'existence de ces défis fut connue au Japon et de grands combattants japonais vinrent participer à cette nouvelle forme de compétition contre les Gracie, pensant que ceux-ci étaient en train de corrompre leur art traditionnel. Helio continua à défendre le nom des Gracie ainsi que leur art martial entre 1935 et 1951. À 49 ans, sa défaite contre Santana fut son dernier combat. C'était au tour du fils aîné de Carlos, Carlson, alors âgé de 17 ans, de prendre la relève. Plus tard, ce sont les fils de Helio, Rolls, Rickson et Rorion qui continuèrent le Challenge Gracie. Le Vale Tudo devint immensément populaire, devenant rapidement le second sport du Brésil pour ce qui est de la vente de billets derrière le football. De nombreuses équipes et organisations se formèrent et des rencontres commencèrent à être régulièrement organisées un peu partout dans le pays. Et avec le succès croissant du Gracie Jiu-Jitsu, certains membres de la famille avaient décidé de partir aux États-Unis.
Au début des années 1980, Rorion, le fils aîné de Helio, part aux États-Unis pour enseigner le Gracie Jiu-Jitsu en Californie. Comme son père et son oncle avant lui, il fait la promotion du fameux Gracie Challenge en y ajoutant un détail. Il offre 100 000 $ à quiconque battra lui ou l'un de ses frères dans un match de Vale Tudo. Encore une fois, ces défis apportent au Jiu-Jitsu brésilien une grande popularité. Lorsque Rorion réalise le potentiel du style de combat de sa famille, il décide de créer une organisation destinée à promouvoir son art aux États-Unis. Plusieurs années plus tard, Rorion rencontre Art Davie, un homme d'affaires américain. Davie utilisa ses relations dans l'industrie de la télévision pour contacter le président de la Semaphore Entertainment Group, SEG, une société spécialisée dans le pay-per-view des événements sportifs. Le pay-per-view désigne une catégorie de chaînes de télévision payantes où chaque programme que l'on désire voir doit être précommandé et payé. Ensemble, les trois hommes créent l'Ultimate Fighting Championship, UFC, un tournoi dont le but est de faire s'affronter des adversaires de styles différents. L'UFC 1 a lieu le 12 novembre 1993 à Denver dans le Colorado. Ce tournoi d'un nouveau genre remporté à 3 reprises par le fils de Helio, Royce Gracie, rencontra un succès important et entraîna un profond bouleversement dans le milieu des sports de combat. À l'UFC 1, 86 000 pay-per-views sont vendus. À partir du 3e UFC, c'est plus de 300 000 pay-per-views qui sont vendus à chaque show. Mais si le MMA s'est fait une petite place dans le sport américain, il traîne une très mauvaise réputation. Les 6 premiers UFC avaient effectivement très peu de règles, pas de limite de poids, pas de limite de temps, pas d'équipement et de protection obligatoire. Les seuls étaient de ne pas frapper les yeux, de ne pas mordre et de ne pas saisir les parties. Les combats avaient lieu dans une cage grillagée octogonale et ne pouvaient être stoppés que par arrêt de l'arbitre, par KO ou par soumission. Les premiers UFC étaient des tournois dans lesquels les combattants réalisaient plusieurs combats successifs au cours de la même soirée avec élimination directe jusqu'à la finale. L'absence de catégorie de poids apparut rapidement comme un problème, permettant par exemple lors du 3e UFC un affrontement entre un sumotori de 273 kg et un karatéka de 91 kg. Il devint rapidement évident que l'absence de limite de temps et l'absence de juge étaient problématiques. Ainsi, lors de l'UFC 4, la plupart des compétiteurs s'étaient entraînés aux techniques de combat au sol dont l'importance avait été révélée par le succès de Royce Gracie et les combats devinrent de plus en plus longs. Cette augmentation progressive de la durée des combats ont eu 2 conséquences. Premièrement, l'événement dépassait la durée prévue par la chaîne retransmettant le pay-per-view et ensuite les amateurs se lassaient de ces longues phases de combat au sol jugées ennuyeuses. La SEG réagit et institue en 1995 pour l'UFC 5 une limite de temps de 30 minutes sans pour autant introduire des juges. Seulement, lors du combat entre Royce Gracie et Ken Shamrock, la limite de temps a été atteinte, ce qui provoqua un match nul et la colère des fans. La SEG instaura donc les juges dès l'UFC suivant afin de décider de l'issue des matchs si la limite de temps est atteinte. Des opposants à l'UFC et au MMA en général ne tardèrent pas à se manifester, notamment aux États-Unis. Et la SEG a en partie été responsable de ces difficultés. En effet, elle avait mis en avant la brutalité des combats et l'absence de règles en insistant sur le fait que tout pouvait arriver, même la mort d'un combattant, ce qui n'est jamais arrivé. Cette stratégie marketing payante au début afin d'attirer l'attention des médias s'avéra être un désastre un peu plus tard. Une fronde anti-UFC vit rapidement le jour menée par le sénateur de l'Arizona John McCain lié au milieu de la boxe qui voyait un sport bestial rappelant l'époque des gladiateurs romains. En 1996, McCain, le sénateur républicain du Colorado, écrivit une lettre au gouverneur des 50 États américains présentant l'UFC comme un sport sanglant, brutal et répugnant qui ne devrait pas être autorisé sur le territoire des États-Unis. Il parvient ainsi à faire progressivement interdire l'UFC dans pratiquement tous les États-Unis, obligeant les organisateurs à se déplacer d'État en État selon la législation. De plus, il entraîne la plupart des compagnies de pay-per-view à retirer le MMA de leur carte, privant du même coup l'organisation d'une grande partie de ses revenus. En 1997, les 2 plus gros distributeurs TCI et Time Warner se retirent, mettant l'UFC au bord de la faillite. En 2001, la SEG au bord de la faillite est approchée par les dirigeants de Station Casinos. Leur attention est de rendre à l'UFC sa popularité et de se faire accepter. Les Fertitas et Dana White cherchent à transformer l'UFC et le MMA dans le même temps en un bon sport propre
propre et avec des règles actualisées lui permettant éventuellement d'être reconnu et légitimé. Un mois plus tard, les Fertitas achètent l'UFC pour 2 millions de dollars et créent Zuffa LLC afin de gérer l'événement. Peu de temps après, l'UFC est de retour sur les écrans de télévision en pay-per-view. Les records de vente, que ce soit de pay-per-view ou de places pour assister à l'événement, sont largement battus. Le nouvel UFC fait un retour avec des règles plus restrictives, incluant round, limite de temps, 5 catégories de poids, une liste de 31 fautes et 8 façons différentes de remporter la victoire. La compétition est bien différente de celle de 1993 et les compétiteurs aussi, ce qui a permis de légitimer ce sport et de le rendre populaire à travers le monde. Et voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'histoire du MMA. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.